Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie H du DS6. On va étudier le mouvement d'une masse accrochée à une grue et on va regarder comment on peut s'y prendre pour amener la masse d'un point à un autre tout en sécurité, hein. C'est-à-dire que la masse part avec une vitesse nulle, mais surtout doit arriver avec une vitesse nulle pour que les gens qui sont à proximité ne soient pas en danger. Donc les toutes premières questions sont très très simples et la question un peu délicate qui va arriver quand même assez rapidement, ce sera la mise en équation. Et donc là, il y aura une petite difficulté. Et le reste de la partie, il faut bien maîtriser des aspects techniques, notamment la résolution des équations différentielles. Dans la question 1, on vous donnait une expression de y de t, et on vous demandait de faire des vérifications absolument triviales. Donc y de t, c'est L sur 2, 1 moins cosinus pi fois t sur t1. Alors ce qu'on vous demande de vérifier, c'est que est-ce que y de 0, ça vaut 0? Bon, ben, franchement, le cosinus vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est vraiment la question, voilà, on vous pose la question, on va dire que c'est vraiment l'échauffement. Question 2, lorsque t vaut t1, à la fois c'est vrai que ces questions sont très simples, mais quand même, ça vous permet de bien comprendre notamment la signification de t1. Hein, lorsque t vaut t1, ici on se retrouve avec cosinus de pi ça vaut moins 1, avec le moins qui est devant ça fait 2, et du coup ça vaut L. Dit autrement, si on ne vous posait pas ces questions-là, quand on vous les pose c'est vraiment trivial, mais si on ne vous les pose pas, eh ben, vous allez peut-être avoir du mal à faire le tracé qu'on vous demande à la question 3. Donc à la fois c'est simple, mais à la fois absolument indispensable pour faire un tracé correct. On vous demande de tracer Y de t. Et je vais m'arrêter à t1. Je ne vais pas aller au-delà. Parce que à t1, en fait, il y a mon chargement qui est arrivé à destination. Voilà, donc je dois amener un chargement de y égale 0 jusqu'à y égale L pendant la durée t1. Et quand on regarde la courbe, le tracé, c'est quand même une fonction sinusoïdale. Hein, et donc c'est un cosinus, enfin c'est moins un cosinus, donc en fait la courbe elle va ressembler, je vais la tracer, hein. On part comme ceci, on augmente assez rapidement et puis on arrive comme ceci. Voilà. Donc évidemment, nous ce qu'on a regardé c'est juste l'instant initial et final. Mais bon, le cosinus, c'est quand même une fonction que vous connaissez bien, et donc le tracé, il doit ressembler à ça. Ce que vous remarquez, c'est qu'on démarre doucement et on arrive doucement. Hein, ça, c'est important, puisque c'est ce qui va garantir en fait la sécurité du transport, de la cargaison d'un point à un autre. Hein, si vous arrivez avec un y de t qui est très important, eh bien, vous pouvez être assuré que le chargement, lorsqu'il va arriver en y égale L, ça ne va pas bien se passer. Il ne faudra pas être dans les parages parce que ça pourrait être dangereux. Donc ça c'est important qu'on démarre doucement et qu'on arrive doucement. Hein, donc ce candidat en fait pour le déplacement de la masse, j'ai même préparé une petite manip. Donc vous imaginez le bras de la grue qui est ici. Hein. Alors, on va dire voilà, le bras de la grue en fait c'est mon bras, on va dire ça. Et il faut amener le chargement, donc il faut imaginer le chargement qui est initialement ici, il faut l'amener un petit peu plus loin. Donc si vous avez intérêt à partir doucement et arriver doucement. Hein. Si vous le faites pas, eh ben, là, ça va pas.
Hein, si c'était une vraie grue, il y aurait pas mal de dégâts à l'arrivée. Donc voilà le déplacement du point de fixation, hein, le Y de T là, c'est le point de fixation, donc c'est ma main droite. Ah, donc je démarre doucement, je vais vite et j'arrive doucement. Donc, et à la question 4, voilà, c'est la question un petit peu délicate, c'est la mise en équation. Voilà, donc on va attaquer la mise en équation à la question 4. Vous avez le schéma qui est indiqué ici. Vous avez les vecteurs de base ER, Eθ. Comme indication qu'on vous donnait, c'était l'accélération du point M. En fait, on fait une composition d'accélération. C'est-à-dire que vous avez l'accélération du point I par rapport à un référentiel fixe, hein, donc c'est les référentiels terrestres, plus l'accélération du point I par rapport au point M, qui n'est rien d'autre que l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc ça, c'est important. Donc l'indication était donnée dans l'énoncé. Donc c'est important parce que là, il y a une vraie difficulté. Hein, même si une fois que l'indication est donnée, ça va, finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais sans cette indication, on peut être vite perdu. Donc je vais dérouler la méthode habituelle. Donc je vais commencer par me donner un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc ça, c'est le système. On fait de la mécanique du point. Donc c'est le chargement qui est au bout du fil. Donc c'est, on va dire, la masse accrochée au bout du fil en M. Donc la masse a une masse petit m. Le bilan des forces qui agit, donc je néglige la poussée d'Archimède, les frottements. Donc je me place vraiment, donc c'est très raisonnable hein, comme approximation. Et je considère uniquement le poids et la tension du fil. Voilà. Et je néglige toutes les autres forces. Voilà, j'ai placé le poids et la tension du fil sur le schéma. Et maintenant, je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique et je vais projeter suivant. Alors au départ, ça dépend. À la fin, ce sera suivant ER, Eθ, EZ. Mais à un moment donné, il est possible qu'il y ait un vecteur que je vais projeter sur la base EX, EY, EZ. Hein, mais à la fin, ce sera suivant ER, Eθ, EZ. Donc j'écris le principe fondamental de la dynamique. Donc c'est MA qui est égal à P plus T. Et l'accélération qui est ici, je vais la décomposer en deux. Donc c'est l'accélération du point I par rapport à un point fixe que j'appelle O, plus l'accélération du point M, par rapport au point I. Donc c'est une dérivée seconde. C'est égal au poids plus la tension du fil. Et maintenant, je vais projeter toutes ces forces. Donc c'est le point I, c'est le point d'attache sur la grue, n'a qu'un déplacement suivant l'axe Y, suivant l'axe Y d'après le schéma. Donc ça donne ceci. Fois E de Y. Donc ce terme-là, bon, c'est assez simple, hein, le point I se déplace suivant une ligne droite, donc l'accélération est vraiment très simple. Maintenant, je vais écrire l'accélération en cylindrique. Donc l'accélération en cylindrique, donc je considère que vous connaissez bien ce truc-là. Si il y a un lien qui devrait s'afficher en haut à droite, où vous avez une discussion sur la formule de l'accélération ainsi que la démonstration. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'accélération en cylindrique, je vous invite à regarder ces vidéos. Donc vous avez R seconde, donc j'utilise les coordonnées cylindriques, hein. R c'est la distance ici entre le point I et le point M. Hein, le point I qui se trouve par là et le point M qui se trouve par là. Plus, moins R θ point carré. Ici j'ai 2 R point θ point plus R θ seconde.
Et ça, c'est suivant E de R. Ça, c'est suivant Eθ. Et suivant OZ, en fait, je n'ai rien. Hein, sur l'axe Z, il ne se passe rien de particulier. Bah, vaut mieux, hein, parce que ça voudrait dire que le chargement, en fait, serait pas dans le plan vertical, un plan bien vertical. Donc ça, c'est une situation qu'il faudra éviter à tout prix. Et j'ai projeté maintenant le poids suivant ER, Eθ, EZ, ainsi que la tension du fil. Alors si vous regardez le poids, il est quasiment suivant E de R. Hein, donc je vais avoir du mg cos θ. Ça ne peut pas être un sinus, parce que si je mettais sinus, ça ne collerait pas avec mon schéma. Hein, vous voyez que l'angle θ, il est tout petit, et vous voyez que la projection du poids, elle est quasiment suivant E de R. Donc elle est plutôt, elle a une composante, enfin, quasiment tout le poids est suivant E de R. Donc ce n'est compatible qu'avec, enfin en tout cas pas avec sinus, c'est sûr. Pour la composante suivant Eθ, ce que vous remarquez, c'est que le poids, il est... Donc Eθ, il est comme ceci, hein, à l'opposé du poids. Hein. Le poids, lui, il a tendance à faire revenir la masse dans le sens inverse de Eθ. Du coup, il y a un moins. Je remarque aussi que cette projection, elle est petite, donc c'est tout à fait cohérent avec un sinus θ. Au niveau de la projection, on peut aussi travailler dans des triangles rectangles et puis écrire les définitions de cosinus. Hein. Cosinus θ, ce serait la projection du poids suivant E de R sur le module du poids mg, et on arriverait aux mêmes équations. Donc moi j'ai l'habitude de faire comme ça, surtout sur des exercices qui sont relativement simples. Là, franchement, je suis vraiment très confiant quand j'écris ce genre d'équation. Et ça, c'est suivant E de R, E de θ et E de Z. Il me reste à écrire la tension du fil. Donc la tension du fil, ben, je vois qu'elle n'a qu'une composante suivant E de R, et je le note moins T. Où T, alors je mets moins T, je pourrais mettre T, vrai tout, mais dans ce cas, T serait négatif. Hein. On voit bien que la tension du fil, elle est opposée à E de R, hein, sinon il y aurait un petit problème. Il n'y a pas de composante suivant Eθ, ni suivant E de Z. Voilà, donc j'ai pour la mise en équation, donc ça va, on va dire que ces trois termes-là, c'est bon, ils sont déjà suivant ER, Eθ, EZ. Ce serait bien de mettre ce terme-là, de le projeter suivant ER, Eθ. Alors pour la projection, je vais refaire le schéma. Je vais le faire ici. Donc vous avez Eθ qui est comme ça. Vous avez E de R qui est comme ça. J'extrais en fait de mon schéma qui est ici, j'extrais juste ce qui m'intéresse. Et E de Y, il est comme ça. Et l'angle θ, il est là. Voilà, donc ça c'est important, ça se voyait déjà sur ce schéma, mais c'est quand même bien parfois d'isoler une partie du schéma, de le refaire et de bien identifier chaque vecteur. Dans le schéma, vous remarquez que j'ai pris un θ assez petit. C'est pour éviter de confondre le sinus et le cosinus. Donc, je fais ma projection. Donc, E de Y, quand je l'écris, donc je vais juste m'intéresser à ce terme-là. Ça fait Y seconde. Donc je ne recopie pas tous les autres termes. Hein. Ça fait Y seconde. Et quand je regarde suivant E de R, eh ben, j'ai sinus θ. J'ai sinus θ suivant E de R. Et suivant Eθ, j'ai Y seconde cosinus θ. Et 0 suivant E de Z. Donc, cette fois-ci, j'ai toutes mes équations. Donc, je vais réécrire quand même ce terme-là, je vais le réécrire ici. Et je vais identifier, en fait, je vais voir est-ce que mon équation différentielle, elle est où dans ce que j'ai écrit. Donc, j'ai réécrit l'accélération.
Et quand vous avez ceci, mon équation différentielle, elle ne peut pas être suivant E de R, parce que, en fait, il y a un petit problème, c'est que ce terme-là, la tension du fil, je ne la connais pas. Donc si je ne peux pas utiliser cette équation-là, parce que ne connaissant pas T, je ne pourrais rien en faire. En revanche, j'utiliserai, si on me demandait la tension du fil, évidemment, là, j'utiliserai cette équation, mais en termes d'équation différentielle, c'est pas celle-là qu'il faut que je prenne. Hein. Donc la première équation, c'est pas qu'elle est inutile, hein, mais pour la question qu'on me pose, c'est pas celle-là qu'il faut que je regarde. En revanche, si vous regardez l'équation suivant Eθ, alors on va la simplifier un petit peu parce que le câble étant inextensible, vous avez des termes qui sont égales à 0. Ça vaut 0. Ça également. Donc il y a une petite simplification qu'on va pouvoir faire. Mais là, là c'est bon. Là. Hein, j'ai que du y seconde, oui, y seconde et du θ. Donc mon équation différentielle, elle est, c'est la deuxième équation. Donc je vais la recopier. N'oubliez pas la masse, hein, c'est une erreur classique. Donc c'est la masse fois y seconde fois cosinus θ plus la masse fois R, je vais remplacer par L, la longueur du fil, θ seconde. Il manque un égal qui a disparu, égal moins mg sinus θ. Et quand je regarde, c'est normalement l'équation différentielle qu'il fallait obtenir. Alors vous remarquez que la masse se simplifie. Donc on va pouvoir enlever la masse. Et du coup, on a ce qui est demandé, hein, y seconde cosinus θ plus g sinus θ plus L θ seconde, ça fait 0. Je vérifie que ça correspond à l'énoncé. Donc la longueur du câble est notée grand R, donc autant pour moi. Ce qui fait que ici c'est pas L, mais c'est grand R. Il faut quand même faire attention lorsque vous avez un énoncé de respecter les notations de l'énoncé. Voilà, j'ai corrigé. J'encadre le résultat. Voilà. Donc c'est la mise en équation. Donc il y avait quand même 2-3 petites difficultés, hein, notamment la composition des accélérations, pas se tromper dans les projections, projeter correctement E de Y. Donc il y avait moyen de faire une paire d'erreurs dans cette question, mais heureusement l'équation était donnée dans l'énoncé. Alors, dans la question 4, on vous demande de simplifier cette équation différentielle. En effet, avec du cosinus et du sinus, on est a priori dans une type d'équation différentielle qu'on ne sait pas résoudre. Enfin, en tout cas, avec des moyens simples. Donc, en fait, on va la linéariser. On vous dit que le cosinus de θ, on va prendre θ petit, ben, en fait, on va le remplacer par 1. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, il va rester que y seconde. Et le sinus θ, ben, on va dire que c'est environ θ. Du coup, l'équation différentielle se simplifie grandement. Hein. On voit que c'est beaucoup plus simple. Ça fait g fois θ égale à 0. Et on vous demande de faire apparaître une pulsation propre oméga 0. Et je vais aussi calculer y seconde. Donc ça, avec ces approximations-là, on a cette équation-là. Et si je dérive deux fois y de t qui est là, ça vous donne L sur 2. Le cosinus, quand je le dérive, ça donne moins sinus. Avec le moins qui est là, ça fait un plus. Donc ça fait sinus de pi t sur t1. Évidemment, il faut que je multiplie par
hein. Je sors ce qui est en facteur du temps dans le cosinus. Je dérive une seconde fois. Donc ça fait L sur 2. Il y a de nouveau un facteur pi sur T1 qui sort. Je vais le mettre devant. La dérivée de sinus, c'est un cosinus, donc il y a un signe plus. Pi T sur T1. Et on pose grand oméga égale, sauf erreur, pi sur T1. Du coup, Y seconde. Ça fait L sur 2. Grand oméga au carré, cosinus, grand oméga fois T. Je vérifie. Tout va bien. Effectivement, je me rends compte que le L était déjà utilisé pour autre chose, hein. L, c'est la distance que je dois parcourir horizontalement. Donc, et R, c'est la longueur du fil. Donc, j'avais fait une petite erreur tout à l'heure. Je remplace Y seconde dans l'équation différentielle. Donc, on réinjecte Y seconde dans l'équation que je vais appeler étoile. Elle est là. Donc ça donne, je réarrange un petit peu. Donc ça fait θ seconde. Je divise par R en fait. Plus G sur R, mais je vais tout de suite l'écrire oméga 0 carré. Hein, donc oméga 0, c'est racine de G sur R. θ. C'est égal à moins Y seconde. Donc c'est égal, et moins Y seconde c'est là, moins L oméga carré sur 2R. N'oubliez pas que j'ai divisé par grand R, hein, entre l'équation étoile et là, cosinus oméga t. Et normalement, c'est oui, exactement, voilà, ça correspond à ce qu'il fallait trouver. Donc on peut encadrer le résultat. Et cette équation-là, eh ben, en fait, on sait vraiment très bien les résoudre. On va utiliser la méthode habituelle. On va écrire la solution sans second membre, donc ça va être immédiat. On va écrire ensuite, on va partir à la recherche d'une solution particulière. La solution générale, ça va être la somme. Ensuite, on va s'intéresser aux conditions. Alors, en fait, il n'y aura pas deux conditions initiales, mais plutôt une condition initiale au début et une condition finale, puisque en fait, je ne dois pas arriver n'importe comment. Le chargement ne doit pas arriver n'importe comment à destination. Hein, donc là, ça va au niveau quand on va arriver à ce niveau-là, ça sera un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais rien de bien compliqué, surtout que l'énoncé, il vous prend par la main. Hein, donc a priori, il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'équation différentielle, je l'ai recopiée. Et à la question 5, on vous demande la solution sans second membre. Donc c'est la méthode habituelle, hein. Donc là, on peut l'écrire directement, hein. Allez, on reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. D'un oscillateur harmonique. Et donc je vais écrire directement la réponse. Après tout, ça fait partie des genres de choses qu'on peut vous demander, hein. Donc, est-ce qu'il... oui, il appelle θ, hein. De t, c'est A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Donc vous avez un lien qui va s'afficher où vous aurez vraiment le détail de cette écriture, d'où ça vient, mais dans une copie, vous pouvez écrire directement les résultats. Hein, l'oscillateur harmonique, on va dire, ça fait partie des choses que vous devez très bien connaître. On encadre les résultats et on va passer tout de suite à la deuxième partie. Hein. Normalement,
vous connaissez bien ça, hein, cette façon de faire. Donc à la question 6, on vous demande une solution particulière. Et normalement, vous devez arriver à vous débrouiller tout seul, mais dans l'énoncé, ils sont sympas, on va dire, ils vous donnent un candidat. Et ils vous donnent même la solution. Donc on va dire que vous êtes condamné à réussir cette question. Donc le candidat qu'on vous propose est le suivant. C'est une constante, hein, cosinus oméga t, plus une autre constante, sinus grand oméga t. Donc ça, en fait, ce que vous devez reconnaître là, c'est le régime sinusoïdal forcé. Donc là, on ne vous en parle pas dans cette question-là, mais normalement, vous devez reconnaître le régime sinusoïdal forcé. Pourquoi? Parce que vous avez un second membre avec à la pulsation grand oméga, et donc dans la solution particulière, finalement, on n'est pas étonné de la chercher avec du cosinus grand oméga t et du sinus grand oméga t, à la même pulsation que l'excitation, en quelque sorte. Donc ce que je vais faire, évidemment, c'est dériver deux fois ce truc-là. Je vais l'écrire directement après tout, hein. La dérivée seconde d'un cosinus, il y a l'oméga qui sort deux fois, donc il y a oméga carré qui sort, mais le signe il change qu'une seule fois. Donc ça fait moins c grand oméga carré, cosinus oméga t, moins d grand oméga carré, sinus grand oméga t. On réinjecte dans l'équation différentielle. Donc l'équation, allez, je l'appelle étoile, c'est celle qui est là. Ça donne quoi? Ça fait moins c grand oméga carré cosinus oméga t. Donc là, il y a un petit peu d'écriture, mais rien de bien compliqué. Moins grand d oméga carré sinus oméga t, plus oméga 0 carré, cette fois-ci, je réinjecte θ 2 tel qu'il est. Donc ça fait c cosinus oméga t, plus grand D sinus grand oméga t. Je ferme la parenthèse, hein. Donc là, ici, il y a une parenthèse ouvrante, je la mets bien en évidence. Et si vous avez une parenthèse fermante, que je mets aussi bien en évidence. Et c'est égal au second membre, moins L grand oméga carré sur 2R, cosinus oméga fois t. Je vais rassembler les termes en cosinus, je vais rassembler les termes en sinus, et puis je vais pouvoir conclure. Donc les termes de cosinus, je les écris dans cette couleur-là. Donc ici, vous avez moins c oméga carré, plus oméga 0 carré c. Je réarrange que le membre de gauche, plus je m'intéresse maintenant au terme en sinus oméga t. Donc vous avez ici moins d grand oméga carré, plus oméga 0 carré, fois grand D. Et c'est égal, j'avais dit que je changeais de couleur. Voilà, j'ai modifié la couleur. Et je vais regarder ce qui est en cosinus de chaque côté. Ça doit être égal. Donc ce terme-là et ce terme-là, c'est la même chose. Et pour les sinus, c'est pareil. Donc comme il n'y a pas de terme en sinus de l'autre côté, je peux affirmer que ça vaut 0. Et donc vous n'avez pas de mal à vous convaincre que la conclusion, c'est que grand D, ça vaut 0. Donc il n'y a pas de terme en sinus en fait. Et de cette équation-là, donc ça égale à ça, je mets C en facteur. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Donc ça fait oméga 0 carré
moins grand oméga carré, c'est égal, donc c'est tout ce coefficient-là, c'est égal à ce coefficient-là, donc c'est moins L grand oméga carré sur 2R, sauf erreur. Et du coup, j'ai l'expression de C, et ça veut dire que la solution particulière qu'on m'a proposée, en fait, c'était un bon candidat, puisque j'ai réussi à montrer que ça convient, à condition de prendre C et D avec une certaine valeur. Donc je vais finir le calcul. J'ai un petit peu de place ici. Donc finalement, C, ça vaut L oméga carré sur 2R fois 1 sur grand oméga carré moins oméga 0 carré. Alors je vérifie que c'est bon. Ouais, c'est bon. Dans l'énoncé, on vous disait qu'il y avait que C, il y avait dans son expression grand oméga carré sur ce terme-là. Donc tout va bien, ça c'est cohérent avec ce que donne l'énoncé. Donc j'ai la solution sans second membre, la solution particulière, je vais faire la somme des deux pour avoir la solution générale et on va pouvoir continuer l'énoncé. Donc je vais pouvoir écrire la solution générale. Donc là, on continue la méthode. Donc j'écris la solution générale. Donc normalement, vu que c'est toujours la même chose, cette méthode elle ne change pas, vous devez être quand même relativement à l'aise dans des parties comme ça. C'est vrai que les calculs ne sont pas négligeables, mais vous êtes vraiment en train de... C'est toujours la même chose, quoi. Solution sans second membre, solution particulière, on réinjecte. Donc vous devez être habitué à toutes ces choses-là. Sommer la solution sans second membre et la solution particulière, ça ne présente aucune difficulté. Donc on avait trouvé ceci. Donc A et B, ils dépendent des conditions initiales. Donc on vous disait explicitement dans la question 5, je crois, de ne pas chercher A et B. En fait, ce n'est pas le moment. Tant que vous n'avez pas écrit la solution générale, on ne cherche pas à déterminer A et B. Et ensuite, il y avait ce terme-là, L sur 2R, sauf erreur, grand oméga carré, sur grand oméga carré moins oméga 0 carré, cosinus oméga t. Bon, ça déborde un petit peu sur le schéma. Donc maintenant, que valent A et B? Donc dans la question 7, on vous dit, on vous donne non pas deux conditions initiales, mais une condition initiale et une condition finale. Parce que ce qu'on veut absolument, c'est que le chargement, lorsqu'il arrive à destination, l'angle θ soit égal à 0. Ce n'est pas possible autrement. Si, lorsque le chargement arrive à destination, l'angle θ n'est pas nul, ça veut dire que votre chargement, dans la suite du mouvement, il était en train de se balancer. Et ça, c'est pas possible. S'il y a des gens qui sont autour, c'est beaucoup trop, c'est évidemment dangereux. Donc, ce que je vais écrire, donc ça, c'est la solution générale qui est ici. Et je vais écrire comme condition initiale ceci. Donc ça va me donner déjà une première équation. Et après, dans un deuxième temps, j'écrirai la condition finale en T1 qui devra aussi être égale à 0. Et on va voir que A et B ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Et l'étape d'après, ça va être d'écrire une condition supplémentaire, c'est que on doit vérifier que la vitesse initiale, elle est nulle du chargement, et que du coup, ça va mettre une condition sur T1. En fait, on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur de T1. Et deuxième chose qu'il faudra vérifier, c'est que lorsque le chargement arrive, sa vitesse est bien nulle. Là aussi, pour des raisons évidentes de sécurité, le chargement, lorsqu'il arrive, il faut que sa vitesse s'annule, donc le chargement s'arrête normalement pour qu'on puisse intervenir dessus. Donc je reprends, donc première condition, c'est θ de 0 égale 0. Donc je reprends
l'expression de θ qui est là. Donc ça fait θ de 0, ça fait grand A, fois cosinus de 0. Donc ça, cosinus de 0, ça fait 1. Je peux déjà l'écrire. Plus B sinus de 0. Et sinus de 0, ça fait 0. Plus L sur 2R, grand oméga carré. Donc je recopie tout ce terme-là. Cosinus de 0. Et cosinus de 0, bah, comme tout à l'heure, ça fait 1. Et tout ça, ça vaut 0. Donc on arrive à l'équation suivante. 0 égale A plus L sur 2R, grand oméga carré sur grand oméga carré moins oméga 0 carré, égale à 0. Donc en fait, ça me donne la valeur de grand A. C'est l'opposé de ça, donc c'est moins L sur 2R. Bon, là je recopie, hein, tout simplement. Et j'encadre ce résultat-là, je le réinjecterai tout à l'heure. Donc la deuxième condition que je vais écrire, c'est cette fois-ci en t égale t1. Donc là, c'est un peu inhabituel par rapport à ce qu'on fait. Enfin, c'est un peu inhabituel parce que la deuxième condition, en général, c'est sur la vitesse. Mais là, non, c'est sur l'arrivée du chargement en t égale t1. Donc j'écris la deuxième condition. C'est θ en T1, ça doit aussi être nul. Donc on va remplacer. Donc θ en T1, ça fait quoi? Ça fait A cosinus de oméga 0 T1, plus B sinus de oméga 0 T1, plus, je recopie le dernier terme, L sur 2R, grand oméga carré, sur grand oméga carré moins oméga 0 carré, cosinus, grand oméga fois T1. Et ça vaut 0. Alors, cosinus de oméga 0 T1, bah, en fait, là, je le laisse comme ça, parce qu'en fait, ça peut prendre, a priori, n'importe quelle valeur, de même pour le sinus qui est là. Par contre, il faut se souvenir que grand oméga, c'était pi sur T1. Ça veut dire que oméga fois T1, en fait, ce n'est rien d'autre que c'est pi. Et cosinus de pi, ça vaut moins 1. Donc la valeur qui est ici, c'est moins 1. A, je connais sa valeur, donc je peux en déduire la valeur de B. Donc il y a un petit calcul à faire, donc ça, bon, le temps de faire le calcul. Hein. Donc je recherche B, donc ça fait B sinus oméga 0 T1, et je vais passer de l'autre côté de l'égalité tous les autres termes. Donc ce terme-là, je le passe de l'autre côté, je remplace par ce que vaut A, donc ça fait L sur 2R. Bon, là c'est vraiment du calcul, on déroule le calcul tout simplement. Donc là j'ai bien changé le signe, hein. Vous voyez, quand ce terme-là, je l'ai passé de l'autre côté de l'égalité, j'ai bien changé le signe. Il y a ce terme-là qui va passer aussi de l'autre côté. Donc comme il y a un moins 1, en fait, je me retrouve avec un plus. Donc L sur 2R. Oméga carré sur oméga carré moins oméga 0 carré. Et j'en déduis l'expression de B, qui n'est pas spécialement simple. Je peux mettre en facteur L sur 2R pour simplifier un peu l'expression, hein, parce que et ici j'ai du cosinus oméga 0 T1 plus 1 sur sinus oméga 0 T1. Je vérifie que j'ai la bonne
expression, a priori, c'est bon. Ouais, très bien. C'est exactement ça qu'il fallait trouver. Bon, ce que j'encadre là, c'est pas la réponse à la question posée, mais c'est quand même un résultat intermédiaire important. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'expression de B et la réinjecter ici, et l'expression de A, la réinjecter ici. Et je vais avoir ce qui est indiqué dans l'énoncé. Donc tout va bien, j'ai trouvé le bon résultat. Voilà, on arrive à cette expression-là, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même, hein, puisqu'il y a des termes un petit peu partout. Faites attention, hein, là c'est le temps, et là c'est T1. Hein, donc ce terme-là, c'est une vraie constante. Donc cette solution-là, elle vérifie les deux conditions suivantes. C'est θ0, c'est égal à θ de T1, c'est égal à 0. Donc ça c'est très bien, puisque au début ça va, c'est les conditions initiales, c'est évident que ça c'était bon. Mais on voit que pour avoir θ de T1 égale à 0, on voit que les coefficients ils ne doivent pas être pris n'importe comment. Et maintenant je vais écrire une condition supplémentaire, hein, donc ça va être l'objet de la question 8, et c'est que la vitesse au départ doit être nulle. Mais vous allez me dire, bah oui, mais c'est normal que la vitesse au départ est nulle, puisque le chargement, en fait, au départ, il ne bouge pas. Mais en fait, on va l'écrire quand même, cette condition, parce que le fait d'avoir fixé cette égalité-là, en fait, ça impose une contrainte sur la solution. Et si vous prenez T1 n'importe comment, on va se rendre compte que θ point, il peut être non nul. Donc, dit autrement, en imposant θ point nul au départ, et ça on sait que c'est vérifié, hein, le chargement au départ il ne bouge pas, eh bien ça va imposer une contrainte sur T1, ça veut dire que je ne pourrais pas choisir T1 comme je veux. Et je me rends compte que pour apporter en sécurité le chargement sur une longueur grand L, ça doit se faire dans un temps minimal, qui est incompressible en fait. Si on essaye d'aller plus vite, là ça devient dangereux. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans la question 8. Donc la question 7. Donc ça c'était le résultat final. Il faut l'encadrer. Voilà. Donc la question 8, on vous donnait l'expression de la vitesse. Donc c'est pas une question très, très difficile, hein, la question 8. Hein. On vous aide quand même pas mal dans cet énoncé. Hein. On ne vous abandonne pas en cours de route. On vous donne l'expression de la vitesse. Donc là, normalement, on aurait pu vous la demander. Donc c'est moins R θ point suivant sinus θ suivant E de x, sauf erreur. Donc on a remarqué que là, c'est projeté suivant EX et E de y. Hein. Ce n'est pas la vitesse suivant ER et Eθ. Alors pourquoi on fait ça? Parce que là, finalement, on se place du point de vue des gens qui sont à proximité du chargement. Et les gens qui sont à proximité du chargement, finalement, d'une certaine façon, ils s'en fichent des coordonnées cylindriques, quoi. Hein, savoir qu'il y a prendre un vecteur unitaire que suivant le fil, c'est vraiment, on va dire que c'est le cadet de leur souci. Ce qui leur importe, c'est là où ils sont, et donc un repère, le repère EX, EY, voilà, c'est on va dire dans ce repère-là que les gens évoluent. Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler maintenant suivant x et suivant y. Donc, l'autre expression, c'était y point plus rθ point cos θ. En fait, la démonstration de cette relation, elle n'était pas demandée, hein, la démonstration, puisqu'on vous l'a donnée, cette expression. En fait, vous reconnaissez la vitesse orthoradiale et le sinus θ et le cosinus θ qui apparaissent, c'est juste la projection de Eθ suivant Ex et Ey. Bon, après tout, c'est des données. Donc, je vais simplement calculer θ point et remplacer. Donc, vous avez une expression. Alors, ce que je vais faire, c'est juste écrire θ point.
hein, parce que sinon c'est très long en fait à écrire. Et bien sûr, il y aura juste à remplacer θ point là-dedans, pour avoir l'expression de la vitesse suivant EX et EY. Donc θ point, en fait, vous avez le terme constant qui lui je le recopie tel quel, il ne me dérange pas. Et je dérive le cosinus, donc ça fait moins oméga sinus oméga t. Je dérive ce sinus, donc je commence par copier ce terme constant. Je vous rappelle que T1 il est fixe. Et quand je dérive sinus, ça fait oméga 0, cosinus, oméga 0 t. Donc je continue, il me reste ce terme-là, donc ça fait plus oméga 0 sinus oméga 0 t. Donc évidemment, c'est pas très dur, hein, mais c'est vrai que les expressions prennent beaucoup de place hein, dans cet exercice, mais fondamentalement, c'est pas très dur. Hein, j'ai juste recopié, dériver un cosinus, c'est pas très difficile. Recopier un terme constant, c'est pas très difficile. Pareil pour la dérivée de ce sinus et de ce cosinus. Et ce que je veux, c'est que la vitesse soit nulle lorsque le chargement démarre et lorsque le chargement arrive. Eh ben, en fait, j'ai juste besoin d'écrire la condition initiale. Donc, on a la vitesse en t égale 0 qui est nulle. Donc, je remplace t par 0. Donc, quand je remplace t par 0, ce terme-là, il ne va pas m'embêter, parce que en t égale 0, θ est nul, donc suivant E de x, il n'y a pas de vitesse, ça j'en suis sûr et certain. Par contre, suivant ce terme-là, je me rends compte que je n'ai pas calculé, j'ai pas remplacé y point. Donc il faudrait peut-être que je l'écrive également. Je vais l'écrire ici. Y point de t, c'est égal à L sur 2 grand oméga sinus grand oméga t. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est bon. Donc là, il faut que je fasse attention. Donc la vitesse est nulle. Y point en 0, c'est bon, ça vaut 0. Donc ce terme, il est bien nul. Maintenant, je regarde ce terme-là. Lorsque je prends en 0, l'expression complète de la vitesse était donnée dans l'énoncé. Hein, donc évidemment, ça simplifie quand même la résolution de cette question, hein, puisqu'en fait l'expression elle est déjà écrite au complet. Moi je ne l'ai pas écrit, on va dire, par fainéantise, hein, parce que ça prend vraiment de la place. Donc je reprends. Ça doit être nul en t égale 0. Donc ça, on a vérifié que c'est nul. On regarde ici. Et quand je remplace t par 0, ça vaut bien 0. Lorsque je prends t égale 0, θ est nul, donc ce cosinus il vaut 1. Et θ point, donc θ point doit être nul en fait, hein, puisque le cosinus vaut 1. Donc θ point doit être nul. Et je regarde, lorsque t égale 0, bah, ce terme-là ne m'embête pas. Ce terme-là ne m'embête pas. Par contre, ce terme-là, c'est le seul qui va rester. Donc le seul terme non nul, potentiellement, le seul terme qui reste, et ce terme-là, donc, pour que vous le visualisiez bien, c'est ce terme-là. C'est le seul terme qui donne une contribution à la vitesse. Et comme la vitesse est nulle, bah, ce terme-là, il doit être nul. Donc je le recopie, hein, fois oméga 0, fois le terme devant, bah, qui est a priori non nul. Bon, je vais le recopier, mais c'est...
Voilà, et ça vaut 0. Et quand vous avez un produit qui est nul, il faut que l'un des termes de ce produit soit non nul. Donc l'oméga 0, bah, ça c'est différent de 0. Ce terme-là, c'est différent de 0. Donc le seul terme qui peut s'annuler, c'est celui-là. Donc c'est ce terme-là qui doit être nul. Il me semble que c'est... on voit pas très bien. Voilà, donc c'est ce terme-là qui doit être nul, et il me semble que c'était voilà, c'était la condition qu'il fallait trouver. Effectivement, ce 1 plus cosinus oméga 0t sur sinus oméga 0t1, ça doit être égal à 0. On encadre le résultat. Du coup, je vais l'encadrer ici. Hein. Voilà. Donc j'ai répondu à la question. Et dans l'énoncé, on vous dit que ça, c'est équivalent à cosinus oméga 0 t1 égale moins 1. Hein, donc on pourrait... Bon, ça, on l'admet. Il faut dire que la fin de cette partie, elle n'est pas très difficile, mais on manipule quand même énormément d'expressions qui sont assez lourdes à écrire. C'est pas très difficile, mais assez lourd à écrire. Donc à un moment donné, on vous donne quand même des informations pour gagner un petit peu de temps, on va dire. Donc dire que ça vaut 0, c'est équivalent à dire que cosinus oméga 0 t1 égale moins 1, effectivement, hein, là ça fait 0. Et on pourrait montrer que ben, ça fait quand même 0 ce truc-là. Hein. Si cosinus oméga 0 t1 ça vaut 0, ce truc-là vaut bien 0. Oui, c'est ça. Je n'ai pas entièrement répondu à la question 8. J'ai simplement écrit que la vitesse initiale était nulle. Donc il faut quand même vérifier qu'à l'arrivée, la vitesse s'annule à nouveau. Hein. Par contre, cette condition, elle est absolument indispensable pour des raisons évidentes. Hein. Si le chargement arrive à destination et qu'il a encore une vitesse, ça veut dire qu'il va se balancer. Et évidemment, si vous êtes sur un chantier, le chargement, il est certainement assez lourd et ça peut être dangereux. Donc on va vérifier que effectivement, lorsque j'arrive en t égale t1, chacun des termes ici des coordonnées de la vitesse s'annule. Bon, bah là c'est évident parce que comme au départ, θ vaut 0 à l'arrivée. Donc il n'y a pas de vitesse suivant de x, donc tout va bien. Si je regarde y point, qui est ici, lorsque je remplace t par t1, je vous rappelle que grand oméga, c'est pi sur t1. Donc ici vous avez oméga t1 qui vaut pi sur t1, donc ça c'est la valeur de oméga, fois t1. Donc ce truc-là, ça vaut sinus de pi, et sinus de pi, ça fait bien 0. Donc ce terme-là, c'est bon. Maintenant, on regarde ce terme-là. Donc le cosinus de 0, ça vaut 1. Donc cela ne s'annule pas. R ne s'annule pas. Donc le seul terme qui doit s'annuler, c'est θ point. On regarde l'expression de θ point qui est ici. Donc là, le terme constant, bah, je l'ai réécrit, mais il ne m'intéresse pas. Vous voyez que j'ai enlevé un terme dans l'expression de θ, parce qu'on avait montré qu'il y avait le 1 plus cosinus oméga 0 t1 sur sinus oméga 0 t1, donc là je vous regardez l'énoncé, qui est nul. Donc ce terme-là, je ne l'ai pas réécrit. Ce terme-là est nul pour la même raison que là. Et ce terme-là, en fait, il est également nul. Pourquoi? Parce que si vous regardez cosinus oméga 0 t1, on a admis que c'est égal à moins 1. Hein, la condition qu'on avait trouvée sur t1, on avait admis que bon, finalement, ça se résume à ça. Et bien quand le cosinus il vaut moins 1, ça veut dire que ce qu'il y a dans le cosinus, donc je prends un petit peu d'avance sur la question suivante, ça vaut pi sur 2, excusez-moi, si le cosinus oméga 0 t1 vaut moins 1, ça vaut pi, 3pi, 5pi, donc en fait c'est pi à 2pi près. Ça veut dire que, une fois que j'ai dit ça, oméga 0 t1 c'est pi à 2pi près,
Donc je suis forcément, lorsque je mets le sinus, ça fait forcément 0. Donc ce terme-là s'annule, cela s'annule, donc en fait ce terme-là s'annule. Donc la condition qui est là, elle vous garantit que la vitesse au départ est nulle, que la vitesse à l'arrivée est nulle, que l'angle θ au départ, il est nul, ça c'était évident on va dire, et que l'angle θ est nul aussi à l'arrivée. Donc à part le transit du chargement, l'arrivée et le départ, normalement, se font en sécurité. Donc on va, à la question 9, on va justement, on va réécrire le fait que oméga 0 T1, donc on va commencer directement la question 9. On va le faire ici. Cette condition-là, c'est équivalent. Enfin, on peut en déduire que oméga 0 T1, c'est de la forme pi plus 2k pi, où k, c'est un entier. Donc j'en déduis l'expression, enfin toutes les valeurs possibles de T1. Donc ça fait pi sur oméga 0. Facteur de, que je dise pas de bêtises, de 1 plus 2k. Où k est un entier. Évidemment, on vous demande la plus petite valeur possible. Hein, ça c'est évident. On va essayer de ramener le chargement d'un endroit à un autre assez rapidement. Donc on peut regarder la plus petite valeur possible. Et c'est quand k vaut 0. C'est quand k vaut 0, donc c'est pi sur oméga 0. Et lorsqu'on fait l'application numérique, c'est ce qu'on vous demande dans la question 9. Je vérifie que je n'ai pas dit de bêtises. Il me semble qu'on trouve à peu près 7 secondes. Donc là, voilà, c'est à peu près 7 secondes. Pour un chargement qui se déplace, si on prend les valeurs qui sont proposées par l'énoncé, on prend quand même un câble qui fait 50 mètres de long. Donc c'est beaucoup, 50 mètres. On a affaire à une grue qui est assez imposante, forcément, hein, parce que 50 mètres, rien que le câble fait 50 mètres. Donc la grue, en fait, elle est plus grande que ça. Et le déplacement se fait... en fait, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de... oui, voilà, on trouve 7 secondes. Donc c'est une valeur qui... je ne saurais pas dire si c'est raisonnable ou pas, je n'ai pas vraiment d'expérience, mais ça ne me paraît pas complètement idiot comme valeur. Et dans la question 10, 10 c'est... Alors, en regardant attentivement l'énoncé, je me rends compte que j'ai, au niveau de la numérotation, ça c'était la question 9, et ça c'est la question 10. À la question 11, on vous demande de tracer la courbe, hein, de voir un petit peu comment varie θ en fonction du temps, pour voir comment le chargement en fait se balance entre le départ et l'arrivée. J'ai recopié l'expression de θ, donc il y a un terme que j'ai enlevé parce que ça correspondait à la condition de vitesse nulle au départ et à l'arrivée. Donc finalement il ne reste que 2 termes, tant mieux parce que ça simplifie l'expression. Je rappelle l'expression de T1. Du coup, je peux en déduire l'expression d'oméga. Hein, je vous rappelle qu'oméga c'était pi sur T1. Donc c'est du coup, connaissant l'expression de T1, je remplace et ça fait normalement ceci. Alors vous remarquez quand même que si je prends un k égale 0, en fait la solution de tout à l'heure, je me rends compte que ça ne va pas parce que là je vais avoir un petit problème. Je vais avoir un petit problème, c'est que je vais avoir un dénominateur qui s'annule et donc je vais avoir un θ qui tend vers l'infini. Donc du coup je dois réviser ma réponse à la question précédente. Donc c'est vrai que quand k égale 0, c'est effectivement la solution avec le temps le plus court, mais en fait ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je vais obtenir une
un terme qui vaut l'infini à ce niveau-là. Donc ça. Donc je refais mon petit calcul. La valeur, donc à la question 10 en fait, la valeur minimale de T1, c'était c'est 3pi sur oméga 0. Donc c'était plutôt, c'est plutôt, 7 fois 3, c'est plutôt 21 secondes, finalement. Donc je vais tracer, bon, donc je révise ma réponse à la question 10. Je vais tracer cette courbe-là et je vais prendre k égale 1. Donc oméga, ça vaut oméga 0 sur 3. Et donc du coup, ce terme-là, il est non nul. Et je vais tracer la courbe. Donc là, j'ai θ en fonction du temps. Et j'ai placé T1. Alors pour faire le tracé, je vais procéder de la manière suivante. Donc il y a une certaine amplitude. Donc en fait, je vais placer ça sur l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses est déjà gradué, hein, puisque j'ai placé T1. Et l'axe des ordonnées, je vais dire que L sur 2R, enfin ce terme-là, on va dire qu'il est là. L sur 2R, grand oméga carré, sur oméga carré, moins oméga 0 carré. Peu importe sa valeur. Et là, c'est l'opposé. Donc comme ça, j'ai gradué tous les axes. Si on regarde en 0, ça fait 1 moins 1, donc je pars bien de 0. Et je pars avec une tangente horizontale. Hein. Le cosinus, hein, vous voyez comment c'est tracé, hein, comment ça démarre un cosinus en 0, hein, ça part horizontalement. Donc on a 2 cosinus, donc ça part horizontalement. Je vais commencer par tracer ce cosinus-là. Ce cosinus-là, il fait une demi-période, en fait. Hein, si vous regardez le grand oméga fois T1, ça fait pi, donc ça fait une demi-période. Donc si je trace ce cosinus-là, je vais le tracer à côté, en fait. Ça va être plus simple. Donc on va dire que je me sers de cette partie du tableau comme brouillon. Et donc je vais m'intéresser uniquement à ce terme-là. Donc c'est un bête cosinus, hein, que je vais tracer. Et je sais que ce cosinus, il fait une demi-période. Donc jusqu'à T1, il va partir de cette valeur-là, que je ne recopie pas, hein, pour faire simple. Et il va aller jusqu'à moins 1. Donc si je regarde juste ce terme-là, ça va donner ça. Si je regarde l'autre cosinus, alors oméga 0, il est plus grand que oméga. Hein. Oméga 0, c'est 3 fois oméga. Ça veut dire que l'autre terme, disons, allez, je vais le tracer. Non. Il y a un moins devant. Hein. Alors quand je vais faire le tracé, je vais mettre le moins. Voilà. Donc je vais m'occuper de ce terme-là. Je sais qu'il va osciller 3 fois plus vite. Donc je vais avoir, sauf erreur, si je fais une oscillation et demie. Hein, sauf erreur. Puisque de 0 à T1, là j'ai une demi-période. Donc là j'ai une période et demie. Et je trace un moins cosinus. Ça veut dire que je pars de là. Je sais que je vais arriver ici. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc ce terme-là, il me donne ce tracé. Et le terme-là, je vais y arriver, hop.
il me donne ce tracé. Et il faut que je fasse la somme des deux. Alors vous remarquez déjà qu'en 0, ça fait bien 0, et qu'en T1, ça fait bien 0. Donc tout va bien. Je vais bien arriver avec une tangente horizontale. Donc quand je fais le tracé, eh bien, en fait, je peux déjà préciser le début et l'arrivée. Je pars bien de 0 avec une tangente nulle. J'arrive bien en T1 avec une tangente nulle. Et finalement, ce que je dois tracer, c'est la courbe qui est là, mais simplement la remonter un peu au début et la descendre un peu à la fin. Donc ça va donner quelque chose, et sachant que je vais... bon, ça va, je vais avoir un petit peu de mal à le tracer. Donc ça fait... Donc ouais, je prends des petits points de repère. Donc ça va donner... Voilà, donc j'ai déjà un point dont je suis sûr, c'est celui-là, qui est au milieu. Je passe par 0. Donc je sais que la courbe, elle va passer par là. Bon, c'est pas très bien représenté, mais ici, j'ai 2 tiers, 1 tiers. Hein, sur cette portion-là. Donc je reproduis ces 2 tiers, 1 tiers. Je sais que partant de 0, je vais avoir quelque chose qui va... Donc je vais arriver à peu près jusque là. Je continue à monter, on va dire jusque là. Et ensuite, voilà, donc je vais tenter un tracé et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je fais une oscillation. Je passe par un maximum, je redescends. La courbe, ça c'est un centre de symétrie de la courbe. Vous pouvez vous demander pourquoi. Ça fait un truc comme ça. Voilà. Ça c'est pour cette courbe-là. J'ai bien fait... Oui, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est ça qu'il faut tracer. Donc en sommant ces deux courbes-là, ça donne un truc comme ça. Donc on remarque bien que je démarre doucement, hein, puisque θ et θ point sont nuls, et j'arrive doucement parce que θ et θ point sont nuls aussi à l'arrivée. Donc tout va bien. Alors je vais tenter de vous représenter ce que ça peut donner en vrai. Donc vous imaginez, vous avez le chargement, voilà. Et l'objectif, c'est d'arriver que le chargement, qui est initialement ici, se retrouve à peu près ici. Donc voilà, vous imaginez le truc. Et donc je vais tricher un petit peu, hein, je suis désolé. Le point de fixation, il démarre doucement, il accélère un grand coup et puis il arrive doucement. Voilà, ça c'est le Y de t que j'ai tracé au début. Donc on démarre, ça fait ça. Donc à cause de l'inertie, le système il met un petit peu de temps à démarrer. Je suis étonné quand même que θ soit positif au départ. J'ai fait une petite bêtise, mais je vais la réparer aussitôt. Ce truc-là, il est négatif. Donc je vais faire une petite modification. Voilà, j'ai corrigé, donc j'ai pas fait attention, mais évidemment, oméga, il est plus petit qu'oméga 0, et donc ce terme-là est négatif, donc j'ai mis un signe moins pour voilà, que tout rentre dans l'ordre. Ce qui fait que la courbe, c'est la même, c'est simplement que il faut la mettre, comme ce terme-là était négatif, en fait, elle démarre à θ négatif. Donc je reprends. Le point de fixation, il commence à avancer. Donc la masse, à cause de son inertie, elle met un petit peu de temps à démarrer. Donc quand je suis à cet instant-là, je suis à peu près ici, quoi. θ est négatif. Mais que fait le système? Il commence à se balancer. Et il va rattraper son retard. Quand je suis là,
Ça correspond à cet instant-là. Donc en fait, le système, là, il a une vitesse assez importante. Donc vous n'avez pas intérêt à être sur le trajet du chargement à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que θ devient positif. Il prend de l'avance. Et puis le point de fixation, lui, il continue à avancer. Et on s'arrête. Donc je le refais. Le système est en retard. Il rattrape son retard. Hop, ça fait un truc comme ça. Évidemment, donc ça, ça correspond en fait au trajet optimal. Enfin, avec ce déplacement-là du point de fixation, ça correspond au trajet le plus rapide pour amener le chargement d'un point A à un point B. Ce qui peut également se produire, c'est que si on va plus lentement, beaucoup plus lentement, donc si je prends une valeur de K plus grande, et je vais tracer la courbe comme ça vous verrez, si je prends une valeur de K plus grande, c'est ce qui va se passer, en fait c'est le grutier qui décide, le grutier décide d'aller un petit peu plus doucement. Donc il va un petit peu plus doucement, et ce qui va se passer, c'est que le système, il peut se balancer un certain nombre de fois avant d'arriver. Donc je le refais. Si on va plus doucement, donc le système, il se balance. Et ce qui est important, c'est l'arrivée, c'est que voilà, j'ai une vitesse nulle à l'arrivée. Donc au niveau du θ de t, ça ressemblerait à ça. Si j'avais... je vais le tracer dans une autre couleur et je vais vous montrer ce que ça ferait si on prend k égale non pas 1 mais 2. C'est-à-dire que ici, du coup, grand oméga c'est oméga 0 sur 5 et donc je vais avoir une oscillation de plus en fait de mon chargement entre le début et la fin. Donc j'ai tracé le k, enfin k égale 2. Donc cette fois-ci, le chargement il a le temps de faire une oscillation de plus entre le début et l'arrivée. Et le temps, il faudrait rajouter 14 secondes. Donc on arriverait à peu près à 35 secondes. Enfin, oui, exactement, à 35 secondes à peu près entre le début et la fin. Évidemment, si on va plus lentement, le chargement il a le temps de faire pas mal d'oscillations, enfin plus d'oscillations que si on va rapidement. Donc là, le temps minimal, ça reste 21 secondes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas descendre en dessous. Si vous voulez respecter les conditions de sécurité du début et de la fin, c'est-à-dire vitesse nulle pour le chargement. Mais par contre, vous avez le droit d'aller plus lentement. Mais là aussi, quand on va plus lentement, on ne fait pas n'importe quoi. Et on ne peut pas, par exemple, se dire, tiens, je vais mettre 27 secondes pour déplacer le chargement. Ça ne va pas marcher. Parce que si vous faites ça, le chargement il sera encore en train de se balancer au moment où il va arriver. Et ça, évidemment, on ne veut pas, puisque c'est dangereux. Donc, voilà, donc voici pour k égale 2. Pour k égale 3, vous pouvez vous amuser à faire le tracé, mais on aura encore une oscillation de plus, etc. etc. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette partie. C'est quand même... on vous prend quand même bien par la main. La partie difficile, c'était la mise en équation. La partie que je trouve pas évidente non plus à la fin, c'est le tracé. En gros, on vous demande de tracer une fonction sinusoïdale, mais un petit peu en biais, quoi. En gros, si vous tournez un petit peu la tête, en fait, c'est une fonction sinusoïdale que vous tracez. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.